Une résolution onusienne, un discours royal, puis des scènes de célébration et de joie dans la rue. Ce que le Maroc a vécu le vendredi 31 octobre est unanimement qualifié de victoire diplomatique historique. Historique, oui, car c'est la première fois qu'une résolution du Conseil de sécurité évoque expressément la souveraineté marocaine sur le Sahara. Il y a ce qui a précédé le 31 octobre 2025 et il y a ce qui suivra, a dit le souverain dans son discours à la nation. C'était vendredi soir. Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara. Fin de citation. On décrypte aujourd'hui cette séquence historique avec le directeur de publication de l'hebdo Tel Quel et également du site telquel.ma. Yacine Majdi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce numéro spécial du Zoom de la Rédac. Merci de m'accueillir. Alors, dans ton édito cette semaine, Yacine, qu'on peut lire, je le rappelle, dans le numéro 1153 de Tel Quel, en kiosque depuis samedi dernier, tu dis, Yacine, que le Maroc, je te cite, a réussi l'impensable, transformer une crise majeure avec l'ONU en une consécration internationale de sa souveraineté sur ses provinces du Sud. Quelles ont été, à tes yeux, Yacine, les clés de cette réussite ? D'abord, à mon avis, il y a une modification ou un changement de paradigme dans la manière d'aborder la diplomatie au niveau du pays, mais aussi, je pense, par l'ensemble des diplomates qui ont travaillé sur le dossier. Et d'abord, ça a été impulsé, je dirais même, au sommet de l'État. Il y a, pour moi, un tournant qui est assez marquant, c'est le discours qu'a prononcé le roi Mohamed VI au Conseil de coopération du Golfe. C'était une réunion qui s'est tenue en avril 2016 sur fond de crise syrienne. Mais sauf qu'à l'époque, sur fond de crise syrienne, et d'ailleurs il y avait plusieurs crises au Proche-Orient à l'époque, dans le même moment, au Liban aussi notamment. Et le roi mentionnait un peu les velléités occidentales ou autres sur le Proche-Orient, disant que les monarchies du Golfe devaient se méfier parce que justement, à ce moment-là aussi, il estimait que le Maroc était était victime, en tout cas, d'une tentative de morceler son territoire. Oui. Et donc, justement, il y a un peu ce côté agressif assumé, en disant et en pointant directement les contradictions de certains pays, mais aussi directement en remettant en cause la politique onusienne. Parce que ce qu'il faut se dire à l'époque aussi, c'est qu'on avait, par exemple, des brouillons de rapports de secrétaire général qui circulaient, qui, à l'époque, ne faisaient même pas mention, par exemple, du plan d'autonomie marocain. Exactement. Et il y avait aussi le fait que le secrétaire général se soit un peu permis des incartades, on va dire, au niveau sémantique, en parlant et en se permettant même de qualifier la présence marocaine au Sahara d'occupation. Donc, il y a eu cette volonté, en tout cas, ce retour un peu de reprendre le contrôle, qui, on va dire, que certains pays ont considéré comme agressif, que d'autres peuvent estimer comme une légitime défense de son propre pays. Et ça s'est traduit, au-delà de l'ONU, par tout ce qu'on a pu voir comme tensions ou conflits avec des pays comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, pour ne citer que. Il y en a d'autres d'ailleurs même qui sont toujours en cours en ce moment même. Et je pense qu'il y a d'abord ce domaine, ou en tout cas cette volonté d'être plus, on va dire, on qualifie ça mal d'agressif, mais plus offensif et plus affirmé. Et je pense aussi qu'il y a eu une adaptabilité. C'est-à-dire être capable de rebondir sur l'événement ou sur la vie politique d'un pays ou d'un autre. Typiquement, pour moi, le cas le plus... En tout cas, qui illustre le mieux ce changement, c'est les États-Unis. Absolument. C'est ce que j'allais dire, justement. En 2020, ce tweet de Donald Trump qui marque un changement aussi majeur dans la résolution du dossier du Sahara. Faut se dire aussi que, justement, c'est, par exemple, pour arriver à ce tweet de Donald Trump, il y a tout un parcours. Il y a aussi, faut se dire aussi qu'on est mal parti à la base. C'est-à-dire que on ne fait pas de secret, c'est connu. La relation, en tout cas la proximité qu'avait en tout cas à l'époque le roi Mohamed VI, par exemple, avec Hillary Clinton, qui était justement candidate aux élections américaines. Et faut se dire qu'à l'époque, le camp Trump accusait un peu le Maroc de soutenir Crooked Hillary, pour citer Donald Trump. Donc déjà, la relation était partie sur un mauvais point.
il y avait des gens comme John Bolton, qui était ce conseiller spécial du président américain et qui, justement, lui, avait un biais sur le Sahara. Il voulait conclure le Sahara, le dossier du Sahara, mais avait un biais très pro-Polisario. Donc, entre l'éviction de John Bolton et ces petits gestes de rapprochement à travers des invitations adressées à... On pense tous, bien sûr, au dîner où il y avait Jared Kushner, mais il faut pas oublier qu'avant, il y a quelque chose qui peut paraître un peu léger, mais c'est l'invitation à Ivanka Trump, qui vient au Maroc, et c'est des petits gestes que le Maroc a fait envers la présidence Trump, qui ont mené à là où on est maintenant. Et tu l'explicites bien dans ton édito, Yessine, tu dis, et je continue à citer un extrait, qu'en 2016, eh bien, le Maroc était dos au mur. En 2025, il impose ses conditions sur cette presque 10 années écoulées. Quels sont les changements marquants dans la stratégie diplomatique du Maroc, plus globalement aussi? Et à ce titre, je repointe eh bien, ce papier que tu as signé, Sahara, les planètes s'alignent pour le Maroc. Dans le contexte géopolitique mondial, quels sont les facteurs qui ont aussi favorisé ce changement de cap? Je pense qu'il y a eu un enchaînement, plusieurs facteurs, justement. Il y a eu ce revirement de Trump, justement. Oui. Et en fait, ce qui est plus ou moins, ce qui a été bien manœuvré à ce niveau-là, c'est de se dire que, justement, le Maroc a su, entre guillemets, capitaliser sur cette reconnaissance Trump et s'en servir comme argumentaire auprès des autres, et dans un monde où justement, par exemple, pour tenir tête notamment aux chancelleries européennes aussi. C'est bien aidé le fait de tenir tête, on va dire entre guillemets, hein, j'aime pas trop cette expression, mais c'est bien aidé par les développements qu'on a connus à l'international, le fait que les cercles, en tout cas le développement de l'industrie se soit resserré, que les chaînes d'approvisionnement soient complètement changées par le Covid et qui ont du coup replacé le Maroc un peu dans un rôle central. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là, ou en tout cas, côté marocain, il y a eu, entre guillemets, une identification des forces du Maroc, mais aussi de comment elles peuvent être mises au service de la cause diplomatique. C'est-à-dire que oui, par exemple, se dire que pour changer une position de l'Allemagne, on va agir dans le domaine de l'énergétique. C'est pour les Pays-Bas, il y a le domaine de la coopération policière et judiciaire qu'on peut revoir, et que du coup, il faudra réviser à l'aune d'un partenariat renouvelé et égal pour les deux parties. Alors, on va s'attarder à présent, Yessine, si tu le permets, sur les détails de cette résolution. Donc, je le disais, adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU, c'était de vendredi dernier, cette résolution dans laquelle la question, et tu le sais bien, la question de la sémantique est fondamentale. On scrute le moindre mot, la moindre virgule. Ce texte, Yessine, établit donc que le plan marocain devient la base de discussion, et eh bien, certains ont déploré que la formule, j'ouvre les guillemets, la seule base, n'ait pas été mentionné. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors, pardon, moi je voudrais ouvrir une parenthèse. Je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que ce dossier a beaucoup été suivi ce dernier mois, et plus suivi que d'habitude, j'aurais presque tendance à dire. Que justement, il y a eu plusieurs révisions de texte. Je crois que justement, Nassal Bourreta, lors de son passage sur 2M, avait mentionné plus de 45 amendements à la résolution. Mais il y a un paramètre... Entre le 4 et le 31 octobre, on le rappelle. Oui. Effectivement. Mais il y a un paramètre que justement lui-même a souligné, et je pense qui est très important, c'est le fait que les premières versions de résolution sont d'abord, entre guillemets, excusez-moi le terme, un peu balancées pour d'abord tester l'eau, un peu connaître les appétences de chacun, mais aussi... pousser au maximum pour les négociations. On donne les conditions qu'on estime les plus dures pour obtenir ce qu'on espère et ce qu'on attend d'avoir au final. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, oui, on peut... Pour répondre plus directement à ta question, Bouchra, je pense qu'il y a cet aspect, bien sûr, on a vu que les premiers drafts, justement, parlaient du plan d'autonomie marocain comme étant la seule solution au conflit, en tout cas comme perspective de résolution du conflit. Mais en fait, on n'a pas tellement changé quand on voit la résolution finale. Parce qu'il y a des mots qui ne trompent pas. D'abord, tout simplement, que c'est mentionné comme étant la meilleure base, je crois, pour la recherche d'une solution au conflit du Sahara. Mais surtout, je pense que le plan d'autonomie est consacré parce que c'est une solution politique au conflit. Et s'il y a bien une chose sur laquelle cette résolution insiste,
c'est l'idée qu'une solution politique est nécessaire au conflit. Oui. Et qui dit solution politique, en fait, dans le lexique diplomatique ou lexique onusien, ça veut dire, en fait, de partir sur une solution négociée. Justement, merci de me tendre la perche, Yacine, puisque j'aimerais qu'on revienne sur d'autres extraits du discours du souverain vendredi soir, qui ne parle pas, le roi Mohamed VI, il parle pas de victoire, mais il appelle plutôt à l'apaisement. Il dit vouloir tendre la main, je le cite, à nos frères dans les camps de Tindouf. Il adresse aussi un message à l'Algérie, dans lequel il dit espérer bâtir, je continue à citer, des relations fondées sur la confiance, le respect mutuel, les intérêts partagés. Est-ce qu'on peut, à ce stade, Yacine, anticiper la posture de l'Algérie et du Front Polisario à l'avenir? Quel scénario plausible? Je pense que au niveau de la position de l'Algérie et qui est indirectement celle du Polisario, on peut essayer un peu de deviner les intentions. En tout cas, c'est ce que nous indique le commentaire post-vote du représentant permanent algérien aux Nations Unies, qui justement... La sémantique, lui aussi, à son niveau-là, ne ment pas. C'est-à-dire que l'Algérie se considère encore, ou en tout cas tend encore à se promouvoir comme étant un voisin en conflit. Se promouvoir en tant que voisin en conflit et dire qu'on est au voisin en conflit, c'est l'équivalent onusien de dire, bon, c'est leur problème à eux, ça ne me regarde pas. C'est ça. Alors que c'est totalement le contraire. C'est un problème qui concerne d'abord l'Algérie et le Maroc, pour ensuite venir s'étendre à ce qu'on appelle le Polisario et la Mauritanie. Donc, pour moi, ça présage d'une volonté algérienne, en tout cas, de chercher à se dégager au maximum possible des conditions imposées par la résolution. C'est-à-dire, à la fois, il y a un point très important qui est mentionné, qui a le Conseil de sécurité qui demande justement au secrétaire général, mais aussi à son envoyé personnel pour le Sahara, Staffan de Mistura, de justement remettre un rapport détaillé sur l'évolution des négociations, et là on parle bien de négociations, sur la base du plan d'autonomie marocain qui est considéré comme la meilleure base pour une solution au conflit du Sahara, dans un délai de 6 mois. Et même, je crois que le Conseil fait une précision, c'est de dire qu'il peut se saisir à tout moment pour demander, entre guillemets, des comptes au secrétaire général et à l'envoyé personnel. Donc, l'Algérie, je pense, y va en freinant des cas de fer, mais le process onusien va être, je pense, très rapide et très impliqué. Surtout quand on voit de l'autre côté le commentaire du représentant permanent américain qui lui dit qu'il voit le dossier clos dans l'année. Justement, c'est sur ce point que je voulais aussi t'interpeller, Yacine, sur qu'attendre de l'Algérie dans les mois, les jours et les mois à venir. C'est une question sans doute à mettre aussi en perspective avec cette phrase lâchée par Steve Witkoff, émissaire de Trump au Moyen-Orient. C'était sur CBS il y a quelques semaines, qui avait dit qu'un accord de paix entre le Maroc et l'Algérie est imminent et que le deal, parce que c'est comme ça que s'opère aussi la diplomatie américaine désormais, on parle de deal, le deal serait conclu dans 60 jours. On peut aussi se demander si c'est plausible aussi comme perspective. Moi, j'aurais tendance à mettre la phrase de Steve Witkoff dans un contexte, qui était qu'à l'époque, justement, on avait ces fameux drafts de résolution qui évoquaient un mandat de 3 mois pour la MINURSO, ce qui signifiait que, au vu de, on peut faire le parallèle avec le texte actuel, que un plan de paix pour le Sahara devait être bouclé à l'horizon janvier 2026. Mais j'aurais presque tendance à vouloir croire les Américains. Regardons la rapidité avec laquelle, si on peut l'appeler comme ça, un plan de paix a été conclu pour la Palestine. Regardons la rapidité avec laquelle un plan de paix aussi a été conclu au niveau du Congo et du Rwanda. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, vu l'implication américaine, et surtout, en fait, vu les finances américaines impliquées au sein des Nations Unies, on pourrait se trouver avec des États-Unis en format rouleau compresseur, et surtout que la résolution précise bien que c'est les États-Unis qui seraient disposés à accueillir les pourparlers autour du Sahara. Et un dernier élément que j'aurais tendance à mentionner, c'est le fait aussi que la résolution insiste d'abord sur le côté régional du conflit, et dire qu'il y a un côté régional au conflit, c'est juste une formule diplomatique pour dire que c'est un problème Maroc-Algérie qu'il faut résoudre au plus vite.
Quid de la Chine, la Russie, Yacine, qu'en penses-tu, qui se sont abstenus lors de ce vote du Conseil de sécurité. Certains redoutaient d'ailleurs que Moscou ne s'oppose à ce texte et finalement la Russie s'est abstenue. Est-ce qu'on peut espérer dans les mois à venir un revirement en faveur du Maroc de la part de ces deux puissances? Je pense que le revirement, on y assiste déjà en fait. Oui. Et c'est un peu ce qu'on essaie, ou ce qu'il est facile d'ignorer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des soutiens de façade, des abstentions de façade. Et il me semble que le texte, même s'il a fait l'objet d'abstention du côté de Pékin ou de Moscou, fait aussi l'objet de leur accord. Pour moi, je distingue deux parties de ce texte-là, en fait. C'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle, dans le langage du droit international, les considérants. C'est toute la première partie de cette résolution. Et il y a la partie opérative, en fait, qui est la deuxième partie du texte. C'est le deuxième bloc en bas. La partie opérative laisse peu de place au doute. Quand on jette un peu un coup d'œil à la partie opérative, c'est là où on ne retrouve pas les mentions de référendum, autodétermination, qui est beaucoup plus sèche et beaucoup plus dure. Et je ne vois pas ni Moscou ni Pékin laisser passer un texte comme aussi franc du collier, entre guillemets, s'il n'était pas un minimum d'accord avec. Il y a bien sûr une volonté de contenter un partenaire commercial qui s'appelle Alger. Pékin fournit des armes, Moscou fournit des armes, il y a des aides au développement aussi qui sont fournies par la Chine pour de l'infrastructure en Algérie. Donc, il y a ces considérations, mais je pense que nous n'aurions jamais vu la couleur de ce texte si vraiment Pékin et Moscou y étaient opposés. Et on peut pas vraiment parler de veto, parce que tout simplement, tout veto russe au texte aurait entraîné la fin d'Amin Urso. Et au final, c'est peut-être ça aurait pu même davantage arranger les affaires du Maroc. En tout cas, lorsqu'il a été interpellé sur cette question, Nassab Bouletta, ministre des Affaires étrangères, dans son entretien exclusif accordé à la chaîne 2M samedi dernier, il a répondu que l'abstention de la Russie est bien au contraire à lire comme un geste en faveur de la marocanité du Sahara et donc du Maroc. Tu le dis encore dans ton édito, Yacine, tu dis que certains doutes subsistent, comme la définition de cette autonomie véritable que le texte évoque, mais sans réellement préciser les contours justement de cette autonomie. L'idée est de dire que oui, on a franchi un cap majeur, on doit s'en féliciter, mais qu'on ne doit pas perdre de vue qu'il y a encore des défis à relever. Si je peux me permettre un peu la métaphore, en fait, Bouchra, c'est... je pense que c'est comme si... on va rentrer dans un Maroc pré-2022. C'est comme si on s'était qualifié pour la Coupe du Monde, mais qu'il reste encore toute la compétition à jouer. C'est un peu ça la métaphore que je pourrais me permettre. Parce que oui, effectivement, il y a encore tous les paramètres de cette autonomie sous souveraineté marocaine, et c'est ça la condition sine qua non à l'issue du dossier du Sahara, qui doivent être déterminés. On parle quand même de ressources des sous-sols, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire aussi de tout ce qui a déjà été lancé comme projet d'énergie. Donc, il y a toute cette répartition qu'il faudra faire. Et aussi, d'abord, il y a ce côté, justement, tu as bien fait de le mentionner, on parle, en tout cas, la résolution introduit la notion d'autonomie véritable. J'ai presque envie de dire, qu'est-ce que c'est qu'une autonomie véritable ? À quoi ça se définit ? Est-ce qu'il y a un standard international du jugement de l'autonomie véritable ? Est-ce qu'on considère que, par exemple, sans vouloir forcer le trait, mais est-ce qu'on considère que l'Espagne est un modèle d'autonomie véritable, par exemple, avec son modèle des régions ? Ou bien est-ce qu'on considère que l'Allemagne et sa fédération est un modèle d'autonomie véritable et que le Maroc devra s'aligner sur ces standards ? Ou bien, encore une fois, on peut considérer aussi que peut-être tout ce qui sera décidé à l'issue des négociations impliquant les 4 parties, donc le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, sera en fait l'expression concrète d'une autonomie véritable. Et pour moi, c'est un peu ça le mystère de cette résolution, parce que c'est une notion qui, il me semble, est introduite par les Américains,
c'est Marco Rubio qui en parlait la dernière fois qu'il a reçu Nassar Bourreta à Washington, où justement il parlait de cette genuine autonomy. Et est-ce que, ou bien encore une fois, est-ce que c'est les Américains qui seront chargés de définir cette genuine autonomy et ce qu'elle vaut? Donc oui, on est en Coupe du Monde, pour reprendre la métaphore, on y est. Bah, faut qu'on aille jusqu'au bout maintenant. Ça sera le mot de la fin, Yacine. Merci Moussa. Yacine Maji, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es directeur de publication de l'hebdo Tel Quel et du site telquel.ma. Parce qu'on vient de loin, c'est le titre de ton édito, le dernier, à lire dans le dernier numéro de Tel Quel en kiosque depuis le samedi 1er novembre et évidemment sur telquel.ma. C'est la fin de ce Zoom de la rédac. Merci à Adam Ahchaoui et Manal Zainabi du pôle audiovisuel pour la coordination. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker notre page YouTube et évidemment à vous abonner à telquel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale.